Bonjour, mon nom est Alexandre Paquet. Bienvenue à Enseigner l'histoire canadienne, un balado produit par la Société Histoire Canada. Avec ce projet, nous souhaitons offrir une tribune à des enseignants et enseignantes passionnés qui redonnent vie au passé dans leur salle de classe. Dans le présent épisode, nous discutons avec un groupe de finalistes francophones de l'édition 2026 du Prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement. Cette distinction a été créée en 1996 afin de saluer le travail exemplaire des enseignants et enseignantes, particulièrement en ce qui a trait à leurs approches éducatives novatrices pour enseigner l'histoire canadienne. Dans cet épisode, je m'entretiendrai avec Martin Baron, Manon Kirouac et Francis Chabot. Au programme, nous retracerons le parcours inspirant de nos finalistes, découvrons leurs projets en lice pour l'obtention du prix et discuterons de l'importance d'enseigner l'histoire. Nous espérons que vous apprécierez notre discussion. Bonne écoute! Bonjour Francis et Manon, ainsi que Martin, et bienvenue. Vous figurez aujourd'hui parmi les finalistes de l'édition de 2026 du Prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement, un accomplissement remarquable. Donc pour commencer, je vous invite à vous présenter brièvement. Donc votre nom, votre école, votre province, la ville si vous voulez, le niveau que vous enseignez, ainsi que peut-être votre nombre d'années d'expérience dans cette position. Donc peut-être qu'on peut commencer par Martin, puis après ça, on va passer à Manon et Francis. Bon, merci. Bonjour, mon nom c'est Martin Baron. Je suis professeur d'histoire au Cégep d'Abitibi-Témiscamingue. Le projet que j'ai réalisé, je l'ai fait dans 2 campus, c'est-à-dire qu'en Abitibi-Témiscamingue, on a un campus à Amos, à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or. Rouyn-Noranda célèbre cette année son 100e anniversaire et Val-d'Or célèbre plus timidement, humblement, son 90e anniversaire de fondation, je peux dire. Et donc, c'est dans le cadre de ce projet, de ces célébrations que j'ai soumis une idée à mes étudiants, puis ils ont embarqué pieds joints sans trop savoir de quoi il en retournerait là, en bout de piste. Et donc, j'enseigne au niveau collégial au Québec. Puis là, vous demandez depuis combien de temps. Donc, moi, j'ai commencé en 94. Avec des débuts difficiles, mais donc ça fait des débuts difficiles au sens où il y avait des profs à remplacer, puis après coup ils revenaient, etc. Là, mais les débuts professionnels sont souvent comme ça. Bref, ça fait près de 30 ans là, que j'enseigne au niveau collégial. Voilà. Merci beaucoup. Manon? Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Manon Kirouac. Ça fait 32 ans que j'enseigne les sciences au Centre de services scolaires des découvreurs. Ça fait 23 ans que j'ai ma permanence à l'école où Francis et moi travaillons, c'est-à-dire à l'école des pionniers à Saint-Augustin-de-Desmaures, qui est une banlieue de Québec. Vous allez trouver ça bizarre que pourquoi je suis là aujourd'hui, j'enseigne des sciences, c'est que Francis et moi, on a décidé de faire un projet multidisciplinaire. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve ici là aujourd'hui. Et vous, Francis? Oui, donc mon nom c'est Francis Chabot, je suis enseignant à l'École des pionniers, comme Manon l'a mentionné. Personnellement, de mon côté, ça fait seulement 8 ans que j'enseigne. Bon, en fait, je vais commencer ma 9e année l'année prochaine, majoritairement en histoire du Québec et du Canada, donc en 3e secondaire, c'est le niveau dans lequel j'enseigne le plus et dans lequel on a fait le projet. Bon, merci beaucoup. Peut-être que vous avez déjà commencé à en parler un petit peu, mais peut-être qu'on peut parler un peu du projet, justement, parce que c'est pour cette raison-là que vous êtes ici, que vous avez été retenu en raison d'un projet original, innovant. Alors, ça pourrait être intéressant ici de faire un petit tour de table, si on veut, et découvrir vos réalisations et celles de vos élèves. Peut-être faites une petite présentation éclair, si on veut, en quelques minutes, décrire votre projet, décrire les élèves avec qui vous faites ce projet. Puis, encore une fois, on va faire un petit tour. Peut-être qu'on peut commencer avec le projet de Manon et Francis, puis après ça, on passera à Martin. Parfait, ça me convient. Manon, est-ce que tu me laisses me lancer? Oui, absolument. Vas-y. Okay, parfait. Donc, nous, le projet qu'on fait, c'est un projet qui s'appelle Arbor Vitae, donc sur les traces d'une histoire de survie, qui nous ramène au temps du deuxième voyage de Jacques Cartier
et qui est au final une enquête. On a vraiment voulu mettre les élèves au centre d'une enquête historique et scientifique dans laquelle les élèves allaient devoir, du mieux qu'ils pouvaient, faire de l'histoire et non pas seulement là, apprendre l'histoire. Donc, c'est un projet qui se divise en 3 parties, pardon. Donc, la première partie, c'est une espèce d'initiation / introduction à qu'est-ce qui s'est passé dans le deuxième voyage de Cartier, qu'est-ce que l'équipage a dû affronter. Et dans la séquence historique, on a subdivisé ça en trois sous-séquences dans lesquelles les élèves devaient observer des dossiers documentaires. Donc, ils connaissaient pas grand-chose au final de la période historique qu'ils devaient analyser, observer. Et on les a vraiment lancés dans une analyse de documents. Le but, c'était de travailler ce que nous, on nomme le récit historique, au final, donc d'utiliser des sources primaires et secondaires pour essayer de bâtir leur propre conception de l'histoire. Dans la première partie, ce qu'on leur demandait, c'était de faire une réflexion sur les causes de l'hivernage. Donc, pourquoi est-ce que Jacques Cartier a dû passer l'hiver près de Stadacone dans la région actuelle de Québec. Donc, on avait des documents à analyser, les élèves devaient utiliser ces documents-là et vraiment y aller de leur compréhension de qu'est-ce qui s'était passé et nous écrire un récit. Par la suite, on passait à la deuxième sous-séquence qui était une analyse de quelle est la maladie qui a touché l'équipage de Cartier et qui a décimé là, tout simplement son équipage. Et là, avec des récits de marins, avec aussi des documents qui donnaient les différents symptômes des maladies qui étaient présentes dans les bateaux à l'époque, ils devaient nous présenter leur hypothèse de c'était quoi la maladie qui touchait l'équipage du navire. Et la troisième séquence, c'est là où c'était une passe à la palette pour ma collègue Manon. Et c'est là où ça faisait le point de chute entre histoire et science. Parce que là, ce qu'on leur demandait, c'était d'être en mesure d'aller dire le breuvage, la décoction que les Iroquois du Saint-Laurent ont apporté à Jacques Cartier et son équipage, qu'on appelle l'ANEDA. C'est quoi l'ANEDA? Et ce qui est intéressant avec l'ANEDA, c'est qu'encore aujourd'hui, en 2026, il y a aucune certitude de c'est quoi l'ANEDA. Donc, on demandait à nos élèves, au final, de répondre à une question qui était, j'ai envie de dire, impossible à répondre, ou du moins très, très complexe à répondre. Donc, c'était voulu. On leur mettait plusieurs documents qui étaient très, très contradictoires. Donc, on avait des personnes qui disaient « Ah, l'ANEDA, l'essence d'arbre utilisée, c'est le sapin baumier. » Il y en a d'autres qui disaient « C'est le cèdre blanc. » Il y en a d'autres qui y allaient au final, plusieurs hypothèses différentes. Et là, l'élève se ramassait dans une situation où il n'y avait pas la réponse. Et là, on le portait à se poser la question, qu'est-ce qui pourrait t'aider à mieux comprendre ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à dégager ton hypothèse de c'est quoi, au final, l'ANEDA? Et c'est là où on basculait en sciences avec un laboratoire d'analyse que je vais laisser ma collègue Manon vous présenter. Alors, quand les élèves arrivaient dans ma classe, donc on faisait un petit retour, donc je leur demandais qu'est-ce qu'ils avaient appris sur la situation justement de l'équipage lors de leur hivernage et tout ça. Donc là, ils étaient en mesure de dire qu'ils étaient atteints du scorbut, que c'était une carence en vitamine C due à leur alimentation qui n'était pas assez variée et tout ça. Et il y avait lu dans les textes, justement, qu'il y avait plusieurs essences d'arbres possibles qui avaient pu être utilisées, justement, pour faire le remède, pour les aider. Donc, on leur faisait une liste des différentes espèces et on leur en fournissait 3 qui, au départ, ils ne connaissaient pas. Donc, ils devaient, dans un premier temps, les identifier. Donc, dans la classe, on avait 3 essences différentes. Chaque équipe allait tester une espèce, l'identifier et par la suite, elle allait devoir faire sa fiche signalétique, faire le dessin et tout ça, des aiguilles et de l'arbre et tout ça. Ensuite de ça, là venait la partie vraiment analyse où il devait, à partir des aiguilles et de l'écorce, faire 2 décoctions différentes. Puis à partir par la suite, doser la quantité de vitamine C. Donc, c'est un dosage colorimétrique
fait avec une solution d'iode qu'on appelle du Lugol, ainsi qu'une solution d'amidon. Et en comptant le nombre de gouttes, en sachant, bon, au départ, en ayant à extraire une certaine quantité, après ça, en comptant le nombre de gouttes, il était en mesure de dire quelle espèce en contenait le plus. Sauf qu'ils se sont rendus compte rapidement que toutes les espèces en contenaient, pas nécessairement la même teneur. Certaines espèces, bon, il y en avait plus dans l'écorce que dans les aiguilles, d'autres, c'était le contraire. Donc, on n'a pas pu tirer une conclusion claire, on n'a pas pu tirer une conclusion générale, mis à part le fait qu'il y en avait dans les 3 espèces qui avaient été testées. Puis ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a fait un parallèle, entre autres, entre la méthode scientifique puis la méthode historique aussi, parce qu'on s'est rendu compte que ce soit de l'histoire ou de la science, on part tous avec un questionnement sur un fait, quelque chose qui s'est passé ou un phénomène quelconque. Puis par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On émet des hypothèses. Après, on essaye de faire la recherche, soit de documents ou de photos ou des images et tout ça, mais en science, c'est le laboratoire pour en fait tirer des conclusions par la suite puis en arriver à soit affirmer ou infirmer notre hypothèse. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait c'était finalement la même méthode, c'était la même chose et que autant l'histoire que les sciences, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui bouge, c'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton. De nouvelles découvertes, de nouvelles expérimentations peuvent nous permettre d'avancer encore plus. Et là, après qu'on ait fait ce bout-là ensemble en sciences, qui durait 2 périodes, je me suis rendu compte que l'année prochaine, il va falloir probablement étirer ça un petit peu. Il y a j'ai déjà d'autres idées qui pourraient faire qu'on pourrait pousser un peu plus loin aussi si on voulait améliorer notre projet. Donc, à la suite de tout ça, là, c'est là que les élèves retournent avec Francis pour poursuivre avec la dernière partie là, du projet. Et dans le fond, la dernière partie du projet, c'est comme vraiment une grosse mise en commun des résultats pour une production finale. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était un peu les mettre dans la peau d'historiens en herbe qui, suite au processus de recherche historique, doivent souvent publier des découvertes. Donc, on leur a offert comme 2 choix qui se subdivisaient encore une fois en 2 autres choix. Le premier choix, c'était de faire un récit amélioré. Donc, ils devaient regarder ce qui se disait dans leur manuel. Donc, on s'entend là, le 2e voyage de Cartier dans les livres d'histoire au Québec, c'est un paragraphe. C'est très, très, très concis, c'est très court. Et il y a mettre beaucoup, beaucoup d'informations, puis c'est voulu. Les élèves ont eu à avoir cette question-là aussi à la fin, souvent en ouverture de leur conclusion. Mais pourquoi est-ce que ils gardent ça si court? On peut pas partir sur une présentation très, très complexe de tous les phénomènes historiques, bien évidemment. Donc, ce qu'on leur demandait de faire, c'était soit un récit amélioré, donc ils réécrivaient un texte standard sur qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais il y allait un petit peu plus dans les détails au niveau de ce qui s'est passé durant l'hivernage. C'était quoi la maladie qui touchait les marins, ses symptômes et ses conséquences. Et finalement, il apportait de la nuance aussi sur l'essence d'arbre qui faisait l'anecdote. Parce que, si je me rappelle bien, leur manuel identifiait clairement comme étant un fait que c'était le pin blanc, qui était l'arbre qui avait été utilisé par les populations autochtones qui y vivaient. Donc, il devait apporter un petit peu de nuance. Est-ce que ça pouvait être le pin blanc? Oui. Est-ce que ça pouvait être autre chose aussi? Tout à fait. Donc, il y avait le choix de nous présenter leur résultat final par la forme d'un texte ou sinon par forme de podcast. Donc, ça, on leur a offert l'opportunité aussi de le faire parce que des textes, ils en écrivent beaucoup à l'école et on voulait leur offrir l'opportunité de publier d'une façon différente. Je dirais qu'en 2026, là, c'est quand même une méthode qui est très utilisée dans les différentes communautés scientifiques, historiques, etc. C'est un nouveau moyen de publier les découvertes. Et l'autre option qu'on leur donnait, c'était de faire une critique directe de leur manuel. Ils partaient vraiment de qu'est-ce qui était présenté dans le manuel et ils allaient, entre guillemets, là, bien évidemment, attaquer point par point qu'est-ce qui devait être amélioré pour avoir un récit qui est plus
près de la réalité. Donc, ça, encore une fois, ils pouvaient le faire sous forme de texte, mais ils pouvaient aussi le faire sous forme de podcast. Et sous forme de podcast, on a vraiment eu des pépites, honnêtement, des extraits de travaux d'élèves qui étaient tout simplement là, fabuleux, honnêtement. Il y en a plusieurs qui ont surpassé nos attentes. Donc, nous, notre but, c'était ça. C'était de les mettre dans une situation où ils devaient faire de l'histoire, non seulement apprendre l'histoire, et de conjuguer là, la méthode historique et la méthode scientifique. Puis honnêtement, je pense que ça a été quand même bien. Nos objectifs ont été accomplis, là, j'oserais dire. Bon, merci beaucoup pour avoir discuté de toutes les différentes étapes et ça donne vraiment une bonne idée de l'ampleur du projet, mais aussi des résultats. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, peut-être que Martin, vous pouvez passer à votre tour, nous décrire le projet en quelques minutes. Mais peut-être avant de parler de mon projet, est-ce que je peux rebondir sur ce que vous venez de dire? Oui. Ben, peut-être 2 éléments. Est-ce que les critiques ont été acheminées à l'éditeur ou aux représentants de la maison d'édition? Tu sais, des fois, il y a peut-être une réaction intéressante de ce côté-là. Puis deuxième élément, tu sais, Madame Kerouac, vous disiez, on va reprendre puis peut-être faire des ajustements. Je veux juste vous dire que le 12 juin dernier, j'ai dit ça, j'ai les calendriers devant moi, on a fait ici au Cégep une journée là, qu'on dit pour l'autochtonisation. C'est une espèce de journée pédagogique, une espèce de colloque, si je peux dire, où des spécialistes sont venus parler de différents sujets. Et il y a une spécialiste, une anthropologue de l'Université de Montréal qui s'appelle Marie-Pierre Bousquet. Là, moi, j'aime à dire que c'est la spécialiste mondiale des Anishinaabe parce qu'elle a vraiment consacré toute sa carrière de chercheuse sur ce peuple-là. Et donc, le 12 juin, elle nous a dit que dans le cadre de son doctorat, elle a passé une année complète dans la communauté de Picogan. Et elle a été intégrée dans une famille. Et puis, tout au long de l'année, elle a mangé comme les Anishinaabe, puis donc beaucoup de gibier. Et rendu peut-être au mois de février ou au mois de mars, elle avait mal aux gencives, là, vous me voyez venir, hein? Mais elle a développé le scorbut. Elle était là, j'ai vraiment mal, c'est vraiment bizarre, j'ai vraiment mal. Elle est allée à l'hôpital d'Amos, et là, on lui a dit, Madame, vous avez le scorbut. Elle a dit, ah oui! Elle a dit, je voulais pas pousser l'expérimentation jusque-là, mais je suis vraiment surpris de voir que cette affection pouvait encore réapparaître. Fait que voilà les 2 points, puis tu sais, il y a comme quelque chose de contemporain, là, avec cette expérience que vous avez fait aussi, bravo. Ben moi aussi, si je peux faire un petit peu de pouce là-dessus, ça faisait partie d'ailleurs des questions que moi je posais à mes élèves. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui et dans quelle situation? Donc, la plupart étaient en mesure de me dire, bon, par exemple, des gens peut-être qui vivent de l'itinérance ou des choses comme ça, ou des populations où bon les revenus sont moins grands, qui mangent moins variés et tout ça. Puis là, je leur demandais, est-ce que c'est juste ici? Est-ce que c'est ailleurs, partout dans le monde et tout ça? Donc, bon, alors on a un exemple de ça là, qui est vraiment exactement sur ce sur quoi on réfléchissait. Et pour faire du pouce sur la première question, en fond, non, on n'est pas allé jusqu'à publier et de contacter les maisons d'édition, mais c'est intéressant de les lire, les élèves. Tu sais, je parlais de la conclusion puis l'ouverture de la conclusion, je pense qu'ils ont compris que les éditeurs n'ont pas le choix de faire des choix. Ils n'ont pas le choix de couper des fois. Et on dit on fait de l'histoire, on apprend l'histoire, mais on s'entend que c'est vraiment des parties d'histoire qui sont très significatives qui sont enseignées dans le récit national. Malheureusement, eux autres aussi là, sont obligés de faire des choix. Puis ça, je pense que ça a permis aux élèves de s'en rendre compte que, OK, oui, on a l'histoire qui nous est apprise, l'histoire du Québec et du Canada, mais c'est la pointe de l'iceberg, là. Il y a plein de choses qui se font dans des événements qui sont très, très importants pour l'histoire, par exemple, de la Nouvelle-France. Ben, tu as quand même des agriculteurs ailleurs qui font leur petite vie puis qui sont pas touchés par ça nécessairement, là. Donc, non, c'était quand même intéressant de voir leurs conclusions là-dessus. Puis aussi, les éditeurs, des fois, ben, ils suivent le devis à la lettre et donc ils préparent des activités, des ateliers, les cahiers ainsi que les volumes en fonction du devis. Puis
là, vous êtes allé juste à côté, puis wow, on devine là, tous les bénéfices que ça a pu apporter. Puis peut-être que ces exemples-là pourraient filtrer pour dire, hey, dans les exemples qui sont soumis dans les volumes, puis dans les guides d'accompagnement, là, on peut sortir des sentiers battus pour permettre un approfondissement là, plus grand. Alors, bravo, wow. Merci. J'imagine que là, vous voulez reproduire, hein? Vous voulez pas retourner à une ancienne pratique plus traditionnelle. C'est difficile, hein? C'est des projets que c'est tellement long à monter, c'est difficile des fois de sortir du moule. Les élèves, on les a à peine 80 cours dans une année, avec les évaluations, avec les périodes qui sont enlevées pour les autres tâches qu'on a à faire à l'école aussi. Ça fait en sorte que des fois, les choix sont difficiles à faire. Et tu sais, le deuxième voyage de quartier, comme je le mentionnais, c'est un paragraphe dans le manuel. Donc là, on a passé plusieurs cours sur ce bout de matière-là. Donc malheureusement, des fois, nous autres aussi, on est obligés de faire des choix de qu'est-ce qu'on fait avec notre approche pédagogique. Donc oui, c'est sûr qu'on reproduit le projet l'année prochaine. Malheureusement, là, on peut pas faire ce type de projet-là tout le temps parce que sinon, c'est l'espèce de contenu global qu'on n'aurait pas le choix de trop charcuter et passer à côté des choses qui sont quand même essentielles pour la suite des choses. Mais c'est clair que moi, ça a eu un impact par la suite sur ma façon d'approcher mon enseignement. Souvent, j'utilisais de l'analyse de dossiers documentaires et des exercices d'analyse de dossiers documentaires en exercice de consolidation, donc vraiment juste après avoir enseigné la matière. Maintenant, je fais l'inverse. Depuis que j'ai fait ce projet-là, j'essaie d'y aller par enquête. Donc, je leur donne des dossiers documentaires, les élèves vont rechercher, essayent de faire des constats par eux-mêmes, ils sont guidés, ils ont des questions auxquelles ils doivent répondre. Et après, je vais faire mon retour puis je fais mon enseignement là-dessus. Fait que ça leur permet déjà d'établir une certaine préconception de ce qui s'est passé. Puis je les mets un peu plus dans des rôles d'enquêteurs. Puis je trouve que au niveau de la motivation de certains élèves, ça a été très, très bénéfique. Donc, ça a eu des impacts sur ma façon d'enseigner, ça c'est sûr. Puis je trouve que c'est une façon de faire qui sort un peu des sentiers battus, sans nécessairement avoir à tout recadrer de A à Z là, quand même. Moi, j'ai vu un effet bénéfique aussi de ne pas être toujours comme en silo, hein, de voir qu'on apprend plein de choses, mais c'est utile. C'est pas seulement, t'apprends pas seulement les sciences pour faire des sciences, c'est que ça vient contribuer à autre chose. Puis même, j'avais beaucoup aimé voir les élèves arriver dans ma classe avec leurs documents d'histoire, puis se référer à leurs documents d'histoire pour répondre aux questions que moi je leur posais, puis leur réflexion était alimentée par ça. Puis c'est ça qui est bien de voir, de les voir faire des liens, de pas toujours de compartimentaliser les choses. Ça, par exemple, puis les élèves ont aimé ça aussi, là, à la fin de l'année, sont revenus là-dessus, puis ont dit que c'était un des projets qu'ils avaient aimé là, beaucoup dans l'année. Ouais, on devine que la motivation aussi devait être à la hausse hein, avec ce genre de projet-là. Ouais. Tout à fait. Je peux peut-être poursuivre là, avec une petite description du projet qu'on a fait. Alors, je vous disais là, que à partir de 2026, on entrait ici dans les célébrations du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda. Moi, par ailleurs, je suis membre de la Société d'histoire de Rouyn-Noranda. Puis, on a été sollicité par, entre autres, différentes organisations pour voir quelle pouvait être notre contribution, notre participation aux célébrations. Puis donc, on a fait des activités sur notre site web, on a des articles qui ont été publiés, on a fait une espèce de ligne du temps qui met en évidence plusieurs événements. Certains sont très connus, d'autres le sont moins, pour les gens ici là, de l'Abitibi-Témiscamingue ou de la ville de Rouyn-Noranda. Et donc, on avait eu des rencontres avec quelques personnes là, qui sont reliées à comment pourrait-on mettre en évidence, en valeur ce travail-là. Et donc, on a été mis, les gens de la Société d'histoire, en collaboration avec des instances puis des gens. Et puis, il y avait comme un appel de collaboration. Et puis, ben, ça a flashé à un moment donné. J'ai dit, hey, oui, mes étudiants pourraient faire quelque chose dans le cadre du 100e.
Et donc, dans le cadre d'un cours au collégial, c'est le cours numéro 2, si je peux dire le cours d'histoire numéro 2. En première année, les étudiants en sciences humaines ont des cours obligatoires. Et après coup, quand ils arrivent en deuxième année, c'est un programme de 2 ans, là, le programme de sciences humaines, qui est un programme préuniversitaire, là, préparatoire pour faire des études universitaires par la suite. Et donc, dans ce cours numéro 2 en histoire, qui s'appelle Histoire des Amériques, on veut justement faire une approche, on veut utiliser une approche qui est davantage tournée vers les documents historiques qu'une présentation plus théorique. Un peu comme vous le disiez, là, M. Chabot, on fait cette approche qui est un peu plus concrète. Puis on se rend compte à l'usage que les étudiants aiment ça, à partir des concrets, des documents historiques, ça fait réagir. Et donc, on voulait soumettre ça. Et donc, avec les collaborations qui semblaient se dessiner, l'idée est apparue que j'inviterais les étudiants à choisir un sujet en lien avec l'histoire de Rouyn-Noranda. Ils seraient obligés d'aller dans des archives. Et donc, on est allé dans un centre d'archives. Ici, à Rouen, on a un centre d'archives de BANQ, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et donc, on s'est rendu là à 3 reprises. On était accompagné par des membres de la Société d'histoire, des gens qui ont travaillé à BANQ, d'autres qui ont été des historiens, qui connaissent les fonds d'archives, qui ont rédigé. Et donc, c'était des moments de chaos sympathique, j'aime à le dire. Là. Et on est plein d'étudiants dans un centre d'archives qui, habituellement, c'est le silence total. Mais les employés du centre d'archives étaient heureux d'avoir plein de monde puis de proposer des documents. Et donc, certains sont plongés dans des archives journalistiques, d'autres des archives judiciaires, des entrevues qui avaient été enregistrées à des occasions précédentes. Alors, on avait les témoignages de pionniers. Et donc, tout le monde a plongé dans des archives. Puis la joie de plonger dans des archives est apparue dès la première rencontre. Là, c'était vraiment particulier. Comme on était aussi encadrés, comme les étudiants étaient encadrés par des membres de la Société d'histoire et les employés de BANQ, les étudiants recevaient des propositions bibliographiques et puis là, ils lisaient ça, etc., etc. Et donc, en bout de piste, dès le départ, ils savaient là, qu'il et elle rédigeraient un article qui serait publié dans le journal régional. Comme on entrait dans le 100e, il y avait un élan, les gens étaient à l'affût là, de l'histoire de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or aussi par extension, mais à Val-d'Or, comme c'était pas le 100e, il y avait moins cette fébrilité, si je peux dire. Et donc, ici à Rouen, il y avait cette volonté d'en savoir un peu plus, cette ouverture, là, cette écoute, donc une espèce de prédisposition là, de la population. Donc, il devait rédiger un article qui éventuellement serait publié dans Le Citoyen, c'est le nom du journal. Il préparait aussi une capsule audio qui s'apprêtait à être diffusée dans une station de radio communautaire locale. Et tant qu'à avoir fouillé dans des photos et des archives, il devait préparer une affiche qui, elle, est diffusée maintenant là, dans plusieurs commerces et institutions de Rouyn-Noranda. C'était comme une démarche, si je peux dire, de recherche, de rédaction. Et après coup, il y avait 3, j'aimais bien dire output, là, mais 3 formes de production finale. Un article, une capsule audio, une capsule radiophonique et l'affiche. Et puis, on a eu des pépites, là, vous disiez ça, M. Chabot. Moi aussi, j'ai déjà fait des podcasts, mais là, c'était des capsules qui duraient, on leur demandait, là, c'était soit de 90 secondes à 120 secondes, 1 minute et demie, 2 minutes, certains ont dépassé. Mais moi aussi, j'ai eu des capsules vraiment surprenantes. Je sais pas pour vous si c'est ressorti comme ça, mais des fois, c'est des étudiants qui sont un peu plus gênés, puis là, ils s'appliquaient, puis waouh, c'était vraiment bon. Non pas qu'il était théâtral, mais la présentation était vraiment intéressante. Puis peut-être pour ajouter 2 anecdotes, je ne sais pas si vous connaissez Rouyn-Noranda, mais ici, on a des enjeux de pollution. Et puis, qui divise un peu la ville. On a une grande mono-industrie qui produit, qui engage plein de gens, qui fait tourner un peu l'économie de la ville, mais en contrepartie, qui crée de la pollution. Et donc, c'est un peu, ça crée une petite tension, une petite division. Et donc, il y a 2 étudiants qui se sont penchés sur des sujets reliés à la pollution.
Et leur titre était vraiment punché. Ils avaient trouvé un titre accrocheur. Et donc, quand leur article est paru dans le Citoyen, eh bien, le Citoyen fait une rediffusion sur LinkedIn, ce réseau social pour gens d'affaires, je pense. Et les deux articles ont obtenu le plus de republications de toute l'histoire du journal. Tu sais, c'est quand même assez récent comme pratique, mais ça fait pas si longtemps que ça existe, LinkedIn. Mais donc, ça a été le plus populaire. Puis dans ce cas-là, c'était deux étudiants vraiment gênés. Là. C'était super drôle de voir. Hey, bravo, vous avez eu les deux articles les plus republiés. Donc, ça donnait un peu d'emphase au projet. Puis le fait que c'était publié, le fait que c'était diffusé, ben, le niveau d'exigence était plus élevé. Il n'y avait aucune tolérance pour des fautes de français, donc on a dû jouer au ping-pong, si je peux dire, là. Une première version, correction formative de ma part, révision, correction formative. Alors, peut-être comme vous, là, c'est vrai que c'est plus exigeant. Nous, ici au Cégep, il fallait remettre les notes. Vous savez, il y a 2 semestres, un semestre d'automne, un semestre d'hiver. Il fallait remettre les notes le 31 décembre à midi. Moi, j'ai remis les miennes, les notes des étudiants à 11h45. Alors, il me restait peu de temps parce que ce jeu de ping-pong était plus exigeant un peu pour moi. Mais les étudiants aussi embarquaient. Ah oui, c'est vrai, j'ai une petite faute. Alors, ils voulaient améliorer la version finale de leur projet. Alors, comme prof, là, c'était nourrissant. Vous connaissez l'expression, là, ça me donnait du gaz, là, si je peux dire, là, de faire ça comme ça. C'est un projet vraiment, vraiment stimulant. Le début de la session était plus difficile, tu sais, quand on roule là, à une vitesse plus importante. Après, on a besoin de repos, là, mais ça c'est bien. Je suis bien fier des étudiants, de leurs travaux. Je suis curieuse, Monsieur Baron, est-ce que parmi leurs recherches, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé peut-être des éléments par rapport à leur historique familial dans ça? Ah oui, c'est une bonne question. Non, je pense pas. Non, il y en a pas. Par contre, il y a un étudiant qui a été vraiment, vraiment, il a plongé dans un sujet, c'est l'histoire du premier curé de Rouyn-Noranda. Puis il n'y a pas un look de quelqu'un qui est catholique, il n'y a pas un look, tu sais, le traditionnel qu'on peut associer. Là. Je dis ça, j'ai peut-être des préjugés, mais bref, il arrivait avec ses tatouages, tout ça, puis bref, il était super, puis il a plongé dans l'histoire du curé Pelletier. Puis c'est un espèce de développeur, puis il est plongé à plein pied là-dedans. Mais non, il n'y en a pas qui sont tombés sur des personnages comme ça. Par contre, à Val-d'Or, il y a une étudiante qui a fait l'histoire d'une compagnie en particulier qui a été fondée par son grand-père et elle a utilisé des archives familiales. Et puis, au début du processus, elle m'a demandé de façon timide, elle pensait que je refuserais, mais tu sais, j'avais pas d'objection dès le départ, mais est-ce que je pourrais faire ça sur l'histoire de ma famille? Puis là, elle avait préparé son argumentaire, elle disait, bon, mon grand-père a gagné des prix, il a reçu une médaille de l'Assemblée nationale, nanana, nanana. Je dis, ben oui, allons-y. Puis donc, grâce au fait qu'il y avait des archives familiales, ça a donné plus d'élan à son article. Fait que ouais, merci là, de poser cette question-là. Et vraiment, moi, il y a deux choses que je remarque et que je trouve vraiment pertinentes de votre projet. Le premier, c'est l'histoire de proximité. Hein, le fait que vos élèves, vos étudiants étaient vraiment plongés dans une histoire locale, ça devait vraiment être très, très motivant pour eux. Puis le fait que ce soit publié, là, ça pouvait pas être plus concret pour eux. J'ai comme l'impression qu'ils ont réellement contribué au développement de l'histoire de leur région. Fait que ça devait vraiment être très, très pertinent pour eux. Ils devaient vraiment sentir que c'est un projet qui était significatif. Et vous avez dit aussi, M. Baron, quelque chose que je trouve très intéressant. Des fois, dans ce genre de projet-là, c'est des élèves qui ressortent pas d'habitude qu'on se trouve à découvrir. C'est fou à quel point une variété de projets amène aussi une variété d'élèves à se mobiliser de façon différente. Puis c'est toujours pertinent et le fun de voir ces élèves-là ressortir un peu du lot quand dans un enseignement standard, ben, ils seraient juste passés à travers notre classe, puis on n'aurait pas nécessairement eu cette image-là de ces élèves-là. Fait, félicitations pour votre projet. Très, très pertinent. Ouais, merci là, de souligner. C'est vrai que ces étudiants qui sont plus discrets, qui peuvent se révéler,
ça s'est avéré évident là, pour quelques-uns. Il y avait un petit enjeu que j'avais pas soupçonné au départ, mais dans le fond, c'est vrai que ça aurait dû m'apparaître clair, là. C'est que Rouyn-Noranda, c'est un des endroits où il y a un campus, mais par exemple, les étudiants du Témiscamingue, qui est situé à peu près à 100 km de Rouyn-Noranda, ben, il y a des étudiants qui viennent à Rouen, puis même chose pour des étudiants qui sont dans ce qu'on appelle l'Abitibi-Ouest. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la ville de Lassar, c'est une ville un peu plus au nord. Mais donc, eux, au départ, trouvaient qu'il n'y avait pas vraiment de résonance puisque c'était pas relié à l'histoire de leur ville. Mais finalement, pour eux, on a trouvé des thèmes qui les allumaient, si je peux dire, là, je peux prendre ce terme-là. Et grâce à ce thème-là, waouh, il est arrivé une espèce de woof, hein, ça les a incités à plonger. Puis une fois qu'ils avaient commencé à plonger, ben oui, ils ont poursuivi, puis là, c'était plus facile. Peut-être que vous l'avez déjà vécu, Madame Kerouac, les gens qui font, tu sais, quand on fait de la science, puis qu'on en découvre pour vrai, il y a un intérêt, M. Chabot, tu sais, quand on va dans ces documents historiques, puis qu'on trouve des perles, là, il y a comme un intérêt supplémentaire, puis qui dépasse le strict but là, qu'on leur demande. Ça, c'est intéressant de voir les dépassements qui surgissent parfois. Oui, absolument. J'ai souvenir d'un élève, justement, qui est arrivé dans ma classe, puis il me dit, oh, moi, je le sais, Madame Kerouac, il dit, je vous le dis, là, il dit, en sixième année, là, on l'a appris, puis je me souviens plus quelle espèce il m'avait dit, puis il dit, c'est celle-là, puis il dit, je vais vous le montrer, je vais vous le prouver. Ah, ben, je dis, on verra ça plus tard. Mais il était vraiment, puis là, il cherchait, puis là, il voulait absolument. Finalement, il s'est bien rendu compte qu'on n'avait pas la réponse, là, mais c'est ça qui est, c'est d'aller chercher leur intérêt d'une façon différente, là. C'est ça qui est amusant, en fait. Peut-être, je rebondis sur ce que M. Chabot vous avez dit tout à l'heure, là, mais ici, en Abitibi, on n'a pas de faculté d'histoire. On a une université, puis dans l'université, il y a un enseignement pour former des profs. Tu sais, on fait de la formation des maîtres, donc des cours en formation pour l'univers social, mais on n'a pas de faculté d'histoire. Et donc, des fois, ça nous manque. Tu sais, on n'a pas beaucoup d'étudiants qui ont fait des maîtrises sur les sujets qui étaient proposés. Et puis, je ne sais pas si ça va surgir, là, mais il y a eu comme un petit intérêt. On verra là, ce que ça va faire plus tard, mais il y a un petit élan. C'est intéressant. Peut-être que vous allez former des futurs historiens, qui sait, dans le lot des élèves que vous avez eus. Ouais, merci beaucoup de partager. Puis j'aime l'échange là, qui se produit en ce moment. En fait, vous avez posé plusieurs questions que j'allais poser déjà. Donc, j'aime ça voir l'intérêt entre les projets, le dialogue. C'est super intéressant. Une question que j'aimerais poser un peu à tout le monde, c'est que, bon, réaliser un projet d'enquête comme celui que vous avez fait en histoire, ça peut être difficile pour un enseignant qui doit composer avec un programme chargé, un temps limité. Alors, à ce niveau-là, que diriez-vous aux enseignants qui peut-être hésitent encore à sortir là, du cadre plus traditionnel? Quels sont, selon vous, les principaux bienfaits, les retombées de ce type de démarche pour les élèves? Et peut-être aussi, pour les enseignants, quelques recommandations quant à approcher un projet d'envergure comme ça, qui s'ajoute aux tâches que vous avez déjà à faire. Je peux me lancer, parce que j'y ai déjà pensé un peu. Première des choses, moi de mon côté, je voudrais remercier mes stagiaires de Stage 4 qui m'ont donné du temps assez pour pouvoir travailler sur ce projet-là. Pendant qu'eux autres étaient en classe, moi, ça m'a permis de travailler sur le projet. Est-ce que c'est la seule solution? Non, bien évidemment, mais moi, personnellement, c'est sûr que ça m'a aidé. J'ai eu la chance de tomber sur des stagiaires qui étaient très, très autonomes, ce qui faisait en sorte que ça me libérait du temps. Sinon, l'autre chose que je pourrais dire, c'est que, bon, c'est sûr qu'on est dans des situations où l'école québécoise, des fois, il manque de budget, il manque un petit peu de ressources. Mais des fois, c'est possible de trouver des budgets de libération pour le développement de matériel, surtout quand on a du travail qui se fait hors silo. Hein, quand on est dans une perspective où on travaille avec plusieurs champs différents, comme nous en histoire et en sciences, ben des fois, les directions, des fois, le centre de services sont capables de trouver des budgets
Surtout si on travaille aussi avec des acteurs externes. Nous, de notre côté, on a travaillé avec des archéologues du site quartier Roberval. On a travaillé aussi avec des acteurs autochtones, ce qui nous a permis, en fait, ce qui nous a forcé à trouver des moments où on devait travailler tous en même temps sur ces projets-là. Donc, on n'a pas eu le choix d'avoir de la libération. Et ça, ben, il y a quand même certains budgets qui existent. Je dis pas que c'est le Klondike puis qu'il y a des millions et des millions à aller chercher là-dedans, mais c'est quand même possible, tout dépendamment des budgets locaux, des budgets de vos écoles. Mais j'ai envie de dire que ça vaut la peine de s'investir dans ce genre de projet-là. C'est sûr que c'est du temps. C'est sûr que c'est demandant, mais la bonne nouvelle, surtout quand moi, personnellement, je sais que l'année prochaine, je refais le projet, je reste en troisième secondaire. Fait que c'est un investissement de temps que j'ai fait, mais qui va être payant à long terme. Et je sais très bien que pour les prochaines années, ben, j'ai un bloc dans mon automne qui est déjà établi, qui bougera pas. C'est sûr qu'on va l'améliorer, on va travailler de façon différente des fois, mais je sais que sur les années de carrière qui me restent à faire, ben, c'est un projet qui va être encore pertinent dans 5, 10, 15 ans. Et même si j'ai donné un gros coup de temps sur ce projet-là maintenant, ben, je sais que ça va me libérer un petit peu pour les années suivantes. Aussi, peut-être penser à faire appel aux conseillers pédagogiques aussi qu'on a dans nos centres de services scolaires. Des fois, eux aussi ont la possibilité de nous offrir des libérations. C'est ça, entre nous, on en a bénéficié là, à quelques reprises, là, justement pour avoir un peu de temps pour se réunir, pour pouvoir travailler puis élaborer. Si je peux me permettre, excusez-moi, j'aimerais quand même remercier nos CP. Manon, je pense que c'est bon que tu le mentionnes, on ne l'avait pas mentionné depuis, mais on a Daniel Deschaines qui a travaillé avec nous sur la réalisation de ce projet-là, qui a été un acteur quand même de première ligne, qui était présent avec nous sur la réalisation du projet, sur la réflexion. Puis même chose avec Daphné Aymon, qui nous a donné un solide coup de main. Fait que de notre côté, c'est sûr que ces deux personnes-là ont été des acteurs très importants dans la réalisation de ce projet-là. Absolument. De mon côté, il m'était arrivé dans ma carrière de faire des projets comme ça qui avaient une résonance publique, mais ça arrivait de façon ponctuelle, pas régulière. Puis là, je pense que j'ai pris, je vous ai un peu posé cette question-là tout à l'heure, là, ça donne le goût, puis quand on voit les résultats, quand on voit l'investissement, ça donne le goût d'en faire plus, puis on voit l'impact. Puis souvent, on soupçonne pas l'impact. Les étudiants partent avec leur transformation, puis on le découvre pas, puis c'est pas grave là, qu'on le découvre pas, mais je soupçonne que ça a eu des effets. Mais moi, j'étais parti aussi d'une réalité inverse, c'est-à-dire que dans le réseau collégial, il y a des collègues qui font des projets exceptionnels. Puis là, j'étais là, Colin, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous autres? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis essayons de voir comment l'histoire peut stimuler puis engendrer des projets intéressants. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai des collègues qui enseignent en cinéma, puis ils font faire des documentaires engagés à leurs étudiants. Puis, en bout de course, ces documentaires-là, ceux qui sont sélectionnés, sont présentés au Festival de cinéma international. Et donc, pour eux, wow, c'est tout un événement. Alors, il y a vraiment un investissement. J'ai des collègues en art visuel qui font faire des fresques, des murales. Et donc, on a quelques villes comme ça dans la région qui bénéficient de murales. Ils sont vraiment belles, puis on voit la contribution puis l'implication des étudiants. Il y a quelque chose d'extraordinaire. En sciences, j'ai des collègues qui sont allés analyser la qualité de l'eau de certains lacs. Je parlais des petits enjeux de pollution. Mais donc, c'est des projets concrets. Et là, je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Et bien, voici, là, j'ai proposé celui-là. Et maintenant, ben, c'est comme une lancée pour moi. Là, j'ai pas le goût de retourner à la situation juste antérieure. Tu sais, bien sûr qu'il faut un enseignement théorique, mais quand c'est possible de faire une proposition de travail qui est concret, ben, je vais le faire. Puis la session prochaine, ben, on donne un cours en sciences humaines qui s'appelle Méthode de travail intellectuel. C'est pour
préparer les étudiants aux études collégiales et aux études universitaires. Alors, si je l'amène comme ça, c'est sûr que c'est plate pour les étudiants de dire « Ah, c'est endormant, ah non, là, qu'est-ce que ça donne, etc., etc. » Là, ça va, vous devinez bien. Et on a essayé de donner une petite twist, de donner une couleur journalistique. Et comme on s'engage dans une campagne électorale la session prochaine, ben, je vais amener mes étudiants à rencontrer des candidats, mais surtout aussi des personnes qui œuvrent dans différents domaines pour connaître quels sont les enjeux qu'on a ici en région. Puis vous devenez des étudiants qui sont à la fin de l'adolescence, ils sont pas toujours à l'affût des enjeux qu'on a. Puis donc, on va se faire, grâce à ces rencontres-là, on va se faire pistonner vers des aspects sur lesquels on pourrait orienter les étudiants, mais surtout que les étudiants aillent eux-mêmes rencontrer les candidats. Hey, saviez-vous que, etc., etc. Puis donc, on va essayer d'avoir cette approche journalistique. Et puis, j'ai déjà fait une démarche auprès du même journal Le Citoyen, qui est d'accord, encore une fois, à publier les articles des étudiants. Fait que là, je suis là, OK, yes, c'est super. Je ferai peut-être une parenthèse à ce moment-ci. Vous connaissez l'état des journaux au Québec, les difficultés de financement, les publicités qui vont dans les autres groupes de médias sociaux, etc., etc. Et donc, le journal régional, quand on a soumis le projet, il venait tout juste d'être acheté par une nouvelle entreprise. Et là, la directrice de l'information, elle avait déjà accepté d'embarquer dans le projet et elle a dû dire à ses nouvelles patronnes propriétaires, oui, alors on va publier quelque chose, des articles rédigés par des étudiants du collégial. Et là, les nouvelles patronnes propriétaires étaient là, ah, ok, ouais, vous devenez leur doute, là. Ils n'étaient pas certaines du résultat final. Et donc, c'est sûr qu'on a choisi le meilleur article pour débuter. Puis après coup, wow, ça a eu une belle résonance, une belle retombée. Et puis, ils ont décidé d'embarquer, à tel point que là, on peut relancer avec un autre projet qui s'en vient. Et donc, moi, je sais pas si je carbure juste à ça maintenant, mais bref, c'est vraiment stimulant de mon côté et je pense du côté des étudiants également. Oui, absolument. Je vais peut-être me poser une dernière question, parce que c'est quand même une grosse question ici. Donc, à une époque où on valorise beaucoup les sciences, les technologies, pourquoi l'enseignement de l'histoire demeure-t-il, selon vous, pertinent et nécessaire? Alors ici, on a deux projets intéressants pour répondre à cette question, vu qu'on a un projet qui met un peu en commun, un projet interdisciplinaire qui met en commun les sciences et l'histoire, puis un autre projet qui est peut-être plus historique, et donc uniquement peut-être. Et donc, répondre un peu à cette question, parce qu'on semble, il semble avoir cette poussée vers, OK, on va vers les sciences, on va vers la technologie, et les sciences humaines, l'histoire, c'est un peu laissé de côté. Alors, pourquoi, selon vous, l'histoire demeure-t-il si importante en termes de discipline? Ben, je sais pas si je peux me permettre, c'est un gros cliché, là, mais j'ai toujours trouvé ça important. Pour savoir où on s'en va, il faut savoir d'où on vient. Parce que ce qu'on est aujourd'hui, ça dépend de ce qui est venu avant nous, ça dépend de... Puis c'est important des fois pour comprendre dans la société pourquoi on a fait certains choix. Ben, il faut comprendre que ça vient peut-être de certaines carences, certains manques qu'on avait avant, puis qu'on a décidé en groupe de s'en aller dans une telle direction. Donc, je pense que l'enseignement de l'histoire est super important, justement. Pourquoi ici, par exemple, au Québec, puis au Canada et tout ça, on a décidé d'avoir un régime de santé universel pour tout le monde. Bon, ben, c'est des choix qu'on a fait, mais historiquement, ça vient de où? Pourquoi on est allé là? Fait que je pense que c'est super important, justement, de savoir d'où on vient pour comprendre, bon, pourquoi on va aller plus vers les technologies et tout ça. Bon, qu'est-ce que ça va nous apporter? Mais qu'est-ce qu'on n'avait pas avant qui nous permet de dire que ça, c'est la bonne voie? Fait que je pense que c'est super important, oui, de savoir d'où on vient. Je peux me lancer aussi, c'est une question qui est très, très importante à mon avis. Moi, ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans le domaine, là, comme j'ai mentionné, j'ai moins de 10 ans d'expérience. Mais chose que je peux dire, que je peux observer, c'est que
J'ai l'impression que l'enseignement de l'histoire, l'enseignement des sciences, entre autres aussi, c'est plus important que jamais. Surtout à l'ère du numérique, à l'ère où euh, les fausses nouvelles voyagent à des vitesses qui sont apeurantes, affolantes. La quantité de contenu qui est faux, tout simplement, ou qui est pris hors contexte, ne cesse d'augmenter sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est hyper important. On est une espèce de rempart contre ça. Je veux dire, il y a des choses des faits, ça restera toujours des faits. Je veux dire, oui, ça peut être critiqué. Oui, il y a des choses qu'il faut qu'on discute en tant que société, mais il y a quand même des statistiques qu'on peut pas remettre en question. Et je pense que l'histoire a ce rôle-là, surtout aujourd'hui, de dire non, ça, c'est pas une opinion, c'est un fait, c'est indéniable, c'est prouvé, c'est étudié. Et ça, je pense que c'est notre devoir de le mettre de l'avant. J'aime beaucoup. J'ai parfois des conversations avec certains de mes élèves qui se posent la question, ben, à quoi ça sert l'histoire? Puis des fois, j'ai des conversations avec des élèves qui sont tombés dans j'ai envie de dire, des sphères un peu noires des applications comme TikTok, etc. Et qui viennent me voir. Je suis content parce qu'ils viennent me voir des fois, ces élèves-là, puis qu'ils arrivent avec des questions qui sont valables. Il y a des choses qu'ils comprennent pas, qu'ils sont présentés sur les réseaux sociaux comme étant des vérités, mais qu'au final, quand on s'y attarde, puis quand on démantèle le tissu de mensonges qui est autour, ben, les élèves, ils se rendent compte que, OK, c'est pas des faits, c'est des opinions, des groupes qui essayent de pousser leur vision des choses, puis je trouve que c'est dangereux. Et plus on va mettre de valorisation sur l'histoire, les sciences, ben, moins on va être, en fait, j'espère, là, je sais qu'on n'est pas, on n'est pas des super-héros non plus, et parfois, on a une influence qui est parfois très importante, parfois très limitée chez certains de nos élèves, mais je pense que plus on va les équiper pour être en mesure de trouver c'est quoi un fait, qu'est-ce une vérité, qu'est-ce qui ne l'est pas, ben, ça va nous aider en tant que société à progresser dans le bon sens, puis à peut-être revenir vers un équilibre, à s'éloigner un petit peu des extrêmes. Malheureusement, je pense qu'on s'entend, vous me direz si je me trompe, mais je pense qu'on est quand même dans une situation où les extrêmes sont en vogue. Et ben, je pense que l'histoire, les sciences peuvent être une espèce de point d'ancrage pour la société, pour voir vers où on peut s'en aller. Si on revient vers là, puis si on valorise le rôle de ces disciplines-là, ben, je pense que ça peut envoyer des messages qui sont positifs. Puis on travaille avec des élèves qui sont facilement influençables, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Fait que je pense que c'est un peu notre rôle, puis on est important pour ça dans la société. Je suis pas certain que je vais avoir des propos plus édifiants, là, plus lumineux que ce qui vient d'être dit. Là. Bravo à vous deux. Moi, je peux peut-être mentionner, c'est vrai qu'on est dans une période un peu tourmentée, qui crée de l'anxiété. Je sais pas si vous en avez beaucoup, là, mais moi, c'est un phénomène qui apparaît, là, des étudiants qui sont anxieux. Et j'ai l'impression que de plonger justement dans les faits, là, vous l'avez mentionné, dans ces documents historiques, OK, les éléments sont présentés, on va les combiner, on va les confronter, les mettre un à côté de l'autre, mais voici, on part à partir de faits, et c'est avec ces faits-là qu'on crée, admettons, le savoir, mais nos connaissances. Vous avez évoqué là, les sciences, là, c'est un peu le même phénomène. Tu sais, vous avez mentionné, Mme Kerouac, là, tu sais, qui voyait que c'était la même démarche, on fait une hypothèse, puis on confirme les faits. Tu sais, l'enseignement des sciences, l'enseignement de l'histoire, tu sais, en fait, on est tous dans le milieu de l'éducation, on peut promouvoir l'éducation. Même s'il y a des outils extrêmement puissants qui arrivent, je pense pas qu'on peut le mettre de côté. On forme des citoyens, puis on contribue à développer cet esprit critique ou à les amener à réfléchir. Effectivement, on les suit pas, on sait pas ce qu'ils deviennent, mais c'est certain qu'ils vont devenir des citoyens qui vont jouer un rôle important.
Et donc, que ce soit une discipline ou une autre, quand c'est ancré, c'est plus facile de construire ses savoirs ou plutôt une façon de concevoir la vie, une façon de penser ou de réfléchir pour après être critique là, quand c'est nécessaire. Voilà. Merci beaucoup. Des très bonnes réponses. Je pense que on voit que mettre l'emphase sur le processus de faire l'histoire et pas juste penser que les faits, faut les découvrir, faut aller faire l'enquête, faut passer par ce processus-là et peu importe les outils qu'on utilise, il faut avoir une compréhension du processus pour créer l'histoire, pour écrire l'histoire et pour penser et repenser l'histoire. Alors, des très bonnes réponses ici. Donc, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. On apprécie vos contributions, vos projets. C'est très excitant. Félicitations encore une fois pour vos réalisations, puis pour avoir été nommé finaliste de l'édition 2026 du prix d'histoire du gouverneur général. Et on a hâte de voir où ça va, où ça va mener tout ça. Puis on espère entendre parler de vous encore dans le futur. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation aussi. Oui, merci beaucoup. Merci, moi aussi.